Oui, bonjour. Donc, je m'appelle Thierry Burgeot. Je suis chercheur en écotoxicologie dans l'unité de biogéochimie et d'écotoxicologie de l'IFREMER Nantes. Et je vais vous présenter de manière résumée donc, les conclusions générales portant sur les résultats majeurs obtenus au cours de cette étude, ainsi que des recommandations pour le futur, puisque ce projet ANODE peut être considéré comme un tremplin vers des approches futures visant à compléter la démarche que nous avons développée dans le cadre du projet ANODE. Donc, ce projet ANODE concerne, comme vous avez pu le voir, les alliages métalliques et a pour objectif de répondre à une question sociétale et qualité environnementale liée à la diffusion d'éléments métalliques issus donc de la diffusion des anodes. Nous avons focalisé notre travail principalement sur l'aluminium parce qu'il représente l'élément majeur donc, des anodes et celles qui étaient appliquées sur les sites d'études que nous avons investigués. Nous avons pour la première fois donc développé sur un parc éolien une approche de risque chimique à partir donc d'un couplage visant à combiner un modèle hydrodynamique de dispersion avec donc une approche de risque qui, comme vous avez pu l'observer, porte essentiellement sur l'application de paramètres dits seuil d'effet combinant un rapport PEC-PNEC. Donc le travail aujourd'hui qui est présenté fait un focus spécifique sur l'aluminium, ce qui n'exclut pas l'intérêt porté sur les autres éléments métalliques, sachant donc comme tout élément métallique, nous avons apporté un focus sur l'aluminium en intégrant les différentes formes chimiques de l'aluminium, appelées spéciations chimiques dans l'eau de mer, et leur toxicité. La méthodologie appliquée dans ce projet ANODE donc, repose sur une évaluation de risque appliquée donc, sur un parc éolien à partir donc d'une méthodologie de réglementation européenne, REACH, donc, qui est aussi développée pour la mise en marché de substances chimiques. Cette méthodologie d'approche de risque donc, repose sur deux éléments essentiels, l'évaluation de l'exposition et l'évaluation du danger. Pour l'évaluation de l'exposition qui intègre les paramètres de concentration, durée d'exposition et distance à la source, un modèle hydrodynamique numérique CROCO développé par l'IFREMER a été adapté sur 3 sites d'études donc en Atlantique et en Méditerranée, sur Courseulles, Roi-Belle-Île et Le Cat, dans l'objectif d'évaluer, alors j'essaie de mettre le pointeur là, mais je n'y arrive pas. Voilà, j'ai installé le pointeur. Est-ce que ça apparaît? Oui. Donc, l'objectif étant d'évaluer le nombre et la durée des dépassements donc, des seuils PNEC, donc des seuils d'effet, dans les parcs éoliens et en bordure. Cette méthodologie a été couplée à l'évaluation du danger qui repose donc sur les seuils d'effet. Et donc, ces seuils et d'effet ont été appliqués aux différents éléments métalliques issus donc, des anodes. L'aluminium apparaît comme l'élément métallique le plus à risque. Le zinc apparaît comme un élément métallique proche du risque, mais dans le cadre de notre étude, inférieur au risque. Et les autres éléments métalliques réglementés, comme le cadmium par exemple, qui font partie donc, des éléments métalliques diffusés des anodes, ont été écartés dans le cadre de cette analyse de risque parce qu'ils étaient inférieurs donc, au seuil. Sur le plan méthodologique, ce que l'on peut souligner, c'est que dans la mise en œuvre, nous avons observé dès le départ donc, une absence de seuil aluminium normalisé ou suffisamment satisfaisant au niveau européen pour le milieu marin. Donc, nous avons dû mettre en place une étude de robustesse de seuil à partir de la littérature pour évaluer la pertinence de seuils disponibles. Nous avons donc consulté un certain nombre de banques, de bases de données qui ont été filtrées sur la base d'un indice de Climich pour en ressortir ou sélectionner, je dirais, 2 seuils que nous avons appliqués sur un site d'étude, celui de Courseulles, donc, qui était le site sur lequel nous avions à notre disposition le plus de données. Et 2 seuils ont été proposés dans une fourchette donc,
allant d'un seuil haut, donc qui est le seuil de Golding, qui au final, par notre étude, n'est pas dépassé, et un seuil bas, donc qui lui est le seuil donc de Crane et al. Et qui, comme le montrent les résultats précédents, est parfois dépassé, mais il faut préciser qu'il est dépassé dans le cas de scénario dit pire cas, donc qui a un objectif maximisant la protection de l'environnement, mais qui peut surestimer le risque réel. Alors, ça ne pose plus maintenant. Je vous présente maintenant les premiers résultats donc, de la méthodologie développée sur la base d'un tableau donc, qui combine les résultats obtenus par la modélisation et le risque chimique et qui donne des informations sur les niveaux d'exposition, les durées, les périmètres de diffusion dans un scénario de pire cas. Donc, vous avez en première colonne sur la gauche les 3 sites étudiés. Nous avons fait le choix de vous présenter aujourd'hui le site de Courseulles parce qu'il est le plus renseigné en matière d'information et de résultats. Et donc, ce site de Courseulles, situé dans la baie de Seine, eh bien, a été appliqué sur la base d'une modélisation à 5 ans qui permet de se projeter donc, sur des usages et l'application d'anodes sur une activité de 25 ans. 5 ans apparaît donc comme un créneau suffisant. Nous avons appliqué un seuil aluminium, donc, qui est celui que nous avons discuté ce matin, qui permet donc d'observer avec les illustrations graphiques illustrées par Nicolas que l'ensemble de la baie de Seine est impacté, ça c'est une première information, et que par effet de diffusion, eh bien, les concentrations maximales observées à la source anode sont de 1 microgramme par litre. Et lorsqu'on compare ces concentrations à des concentrations liées à l'estuaire de la Seine qui correspond à des apports naturels, on voit qu'il y a un facteur à peu près 100 donc, qui montre que les concentrations aluminium, dans le cas justement d'un scénario pire cas, restent très inférieures à des apports naturels, puisque l'aluminium est un élément naturel qui est aussi apporté dans le milieu marin par les rivières en quantité importante. Donc, ce tableau présente aussi, en plus donc, des concentrations maximales à la source, des concentrations observées dans le milieu du parc et autour du parc. Donc, au milieu du parc, après 2 jours d'exposition, et autour du parc, après 2 jours d'exposition, comparé également à des expositions plus longues de 14 jours, avec des concentrations maximales donc, qui baissent donc, au milieu du parc et autour du parc après 14 jours. L'estuaire de la Seine a montré, et la baie de Seine en particulier, que la zone impactée était aussi une zone assez large sortant du périmètre du parc, avec des zones particulières comme la BDV qui se trouve à l'ouest et qui est aussi impactée par la diffusion donc, de l'aluminium à des concentrations donc, inférieures aux concentrations à la source évidemment, mais une diffusion donc au-delà du périmètre du parc en particulier. Pour les autres sites de Groix-Belle-Île, bon, le travail a été plus limité, mais néanmoins donne de premières informations, considérant donc la diffusion de l'aluminium. La zone impactée autour, donc sur le site de Groix-Belle-Île, se trouve être une zone correspondant à un rayon de moins d'1 kilomètre par rapport à la source, et les concentrations maximales observées à la source sont de 0,21 microgrammes par litre, donc très inférieur à ce qu'on peut observer en Seine. Et après 2 jours d'exposition, on est inférieur au seuil à 0,038. Sur le site de Leucate, en Méditerranée, c'est une approche donc assez intéressante où là, nous avons tenté de proposer une simulation avec un système, un dispositif anode donc diffusant de l'aluminium et un dispositif donc ICCP donc qui lui ne diffuse pas des éléments métalliques mais va plutôt donc diffuser des substances chlorées.
Alors, pour le site de l'E4, eh bien, le modèle permet d'observer des zones impactées donc, avec le système anode aluminium donc, de 10 km sur 3 km, alors que pour le système ICCP, la zone est plus large, 45 km sur 30 km. Les concentrations maximales observées au bout à la source sont à peu près comparables, donc, que ce soit par les dispositifs anode ou ICCP. Les concentrations, donc, après 2 jours d'exposition, sont plus basses donc, pour le système aluminium, relativement stable au bout de 2 jours pour le système ICCP, mais on voit ensuite que pour le système ICCP, la dispersion sur la zone du périmètre du parc et autour du parc est très rapide avec des concentrations beaucoup plus faibles. Donc, des dispositifs différents. Nous avons moins investigué le système ICCP, mais le résultat ici montre que le modèle de dispersion hydrodynamique, avec l'approche de risque et la notion donc de seuil, peut aussi être appliqué sur ce dispositif ICCP. Voilà, je vais maintenant donc à partir de ces premiers résultats apporter quelques éléments qui nous semblent intéressants dans le cadre du rapport final qui sera donc communiqué en automne. Donc, concernant d'abord la méthodologie, eh bien, ce projet présente donc une première étude couplant un modèle numérique CROCO adapté à un parc éolien pour mettre en place une approche d'évaluation du risque chimique qui présente un caractère nouveau. Alors, pour ce qui est du modèle numérique hydrodynamique sur parc éolien, eh bien, il permet d'évaluer une diffusion donc des contaminants métalliques à partir donc, des zones anodes, mais on a pu voir qu'il pourrait aussi être appliqué sur des dispositifs type ICCP, à courant pulsé. Nous avons travaillé dans le cadre de conditions protectrices maximales pour l'environnement, c'est-à-dire sur la base d'hypothèses ou d'approximations de scénarios de risque pire cas, ce qui veut dire que nous avons fait des approximations, par exemple pour l'aluminium, avec des seuils qui portent sur l'aluminium en phase dissoute, sachant que toutes les formes chimiques disponibles en phase dissoute de l'aluminium ne sont pas biodisponibles pour les organismes, donc ne présentent pas la même toxicité. Le modèle numérique permet donc aujourd'hui d'évaluer une diffusion de ces éléments métalliques en intégrant des variables forçantes, que ce soit sur les façades atlantiques et méditerranéennes. Donc, c'est une modélisation 3D, comme l'a rappelé Nicolas, développée à partir et adaptée à partir d'un modèle CROCO, qui est effectué sur un maillage de 500 mètres, donc adapté au parc éolien. Sur le plan du risque chimique, l'approche combinée du risque chimique, principalement développée aujourd'hui et exposée sur l'aluminium, rappelle les contraintes que peut imposer cette approche, donc notamment l'absence de seuil satisfaisant pour l'aluminium en milieu marin. Donc cela nécessite des développements et des adaptations. Nous avons fait une première itération, puis une deuxième itération qui, évidemment, présente des limites, mais les choix que nous avons faits à partir de l'évaluation de la robustesse de l'aluminium observée dans la littérature, eh bien, reposaient essentiellement sur les formes dissoutes d'aluminium et sur la forme biodisponible que l'on appelle forme aluminium inorganique monomérique en eau de mer. Un autre point important dans les limites liées à l'application des seuils porte sur le nombre de taxons étudiés, puisque les seuils interprétés aujourd'hui présentent des seuils jugés trop limités par rapport au nombre de taxons, trop peu nombreux, ce qui restreint évidemment la pertinence des seuils. Néanmoins, nous avons adopté, dans le cas présent, un seuil bas, un seuil haut, un seuil sur le plus bas, l'aluminium biodisponible, dit aluminium inorganique monomérique, qui, comme le montre le résultat, est dépassé en baie de Seine, notamment, et un seuil haut qui, lui, n'est jamais dépassé pour l'aluminium dissous, donc qui est une fraction plus globale, intégrant la fraction biodisponible. En matière de résultats, sur les 3 sites,
Le site de Courseulles, si l'on se réfère aux résultats que nous avons extraits comme résultats majeurs dans le cadre de notre projet, eh bien, on a pu observer donc, un dépassement du PNEC aluminium, donc de 0,05 microgrammes par litre, pendant une période de 2 semaines, au milieu et autour du parc. Ça, c'est une première information importante. Il faut noter néanmoins que l'apport métallique des anodes ne reste pas dans la baie de Seine, car les masses d'eau de la baie de Seine sont renouvelées en moins de 150 jours. Pour l'application du modèle, donc 5 ans suffisent à estimer le rejet anode pour une période d'activité de 25 années. Sur le parc éolien, la concentration en aluminium, il faut aussi le rappeler, donc observée par diffusion avec l'application du modèle, donc 2 à 10 fois supérieure aux apports anodes. Donc, ça permet de mettre en perspective les apports d'anodes par rapport à des apports naturels issus de l'ester de la Seine. Enfin, le modèle appliqué sur le site de Courseulles, le modèle hydrodynamique, permet d'écarter, lors d'une première itération, le risque chimique pour un dépassement de seuil eau à 24 microgrammes par litre. Voici le genre de résultats que nous avons pu obtenir par cette méthodologie couplant modèle hydrodynamique et risque. Sur le site de Groix-Belle-Île, les résultats obtenus montrent que la distance maximale de distribution est de 1 km par rapport à la source, donc une distance de diffusion plus restreinte sur le site de Groix-Belle-Île. Un dépassement néanmoins des PNEC pendant 14 jours à la source de diffusion. Un autre dépassement donc des seuils PNEC pendant 2 jours au-delà du parc éolien, dans une zone de 1 km au-delà du parc éolien, et ceci sous une forte influence des vents d'ouest-nord-ouest combinés aux marées. Sur le site de Leucate, en Méditerranée, l'influence des vents est majeure et les PNEC, donc toujours les mêmes valeurs de PNEC aluminium, peuvent être dépassés sur un périmètre allant jusqu'à 10 km de la source. Sur le site de Méditerranée toujours, les influences de vent et les paramètres de forçage introduits dans le modèle permettent d'estimer le rejet des anodes à partir d'un suivi d'1 an, donc une modélisation de simulation d'1 an pour évaluer l'activité de 25 ans d'activité du parc. Alors sur le modèle de Leucate, lorsque l'on considère un dispositif anode, on peut observer avec cette étude de risque que 2 jours de concentration maximale d'aluminium sont observables à la source et que le dépassement des PNEC peut être observé pendant 2 semaines. Pour le dispositif ICCP à courant pulsé, donc, on peut observer que la dispersion très rapide de la monochloramine, donc un composé issu de la diffusion d'ICCP, est très influencée par les vents. Elle est aussi très rapide parce que le temps de demi-vie de ces molécules est de l'ordre de 15 heures. Ensuite, le dépassement de ces seuils de monochloramine à la source est observable donc, sur le site de Leucate, mais il faut le préciser, suivant l'hypothèse d'une transformation à 100% de la dichlorine en monochloramine, ce qui est un scénario dit de pire cas, puisque ça ne reflète pas exactement la réalité. C'est une application que nous avons adoptée compte tenu des données disponibles. Suite à ces conclusions, nous pouvons proposer quelques recommandations à la suite de ce projet d'anode. Donc, en matière de recherche et développement, un modèle numérique hydrodynamique a été développé. Il nécessite encore des optimisations et des adaptations suivant les sites étudiés. Alors, les optimisations passent d'abord par la validation hydrodynamique avec des mesures chimiques obtenues in situ. Vous avez peut-être pu remarquer pendant les présentations que les mesures chimiques que nous avons utilisées étaient des mesures chimiques issues de programmes de recherche déjà menés donc, sur le site de la Seine, par exemple. Mais nous manquons de données typiquement de mesures chimiques sur les parcs éoliens. Et ces modèles peuvent évoluer aussi en fonction de l'intégration des variables de forçage, en ajoutant de nouvelles variables de forçage, comme la houle, qui manque dans ce premier modèle.
Ensuite, suivant les sites étudiés, la prise en compte des temps de résidence des particules apparaît comme un élément important pour évaluer la durée pertinente de modélisation. Concernant les développements des outils principalement adoptés pour l'évaluation du risque, il apparaît un besoin important de développement de PEC pour des éléments métalliques, l'aluminium en priorité et le zinc dans ce cas, puisque nous sommes proches du risque, qui passe aussi par l'acquisition de données chimiques de terrain sur une méthodologie donc, qui peut être mise en œuvre de manière complémentaire pour évaluer les formes métalliques dissoutes dans l'eau par mesure d'analyse chimique donc, dans la colonne d'eau et combiné avec des dispositifs de membrane donc, que l'on met aussi dans la colonne d'eau, dites membranes DGT, qui vont permettre d'analyser la fraction labile d'éléments chimiques donc, qui viendrait compléter la fraction totale mesurée dans l'eau. Tout ceci reposera évidemment sur le développement analytique et principalement des développements portant sur l'aluminium biodisponible, dit aluminium inorganique monomérique, pour lesquels très peu de laboratoires ont développé des compétences spécifiques. Donc, les capacités analytiques des laboratoires sont à développer autour de ce sujet, suivant l'importance accordée à l'étude du risque d'exposition de cette fraction aluminium biodisponible. En matière de PINEC, les besoins existent aussi pour aller vers des PINEC affinés, donc moins grossiers que ceux que nous avons appliqués lors de 2 itérations aujourd'hui. L'évolution de PINEC affinés est importante. Aujourd'hui, on peut dire que le scénario de pire cas que nous avons appliqué est imposé par le manque de données. Nous avons appliqué ce scénario de pire cas parce que nous manquions de données, mais dans un objectif qui était de maximiser la protection de l'environnement. Il faut considérer néanmoins que cette protection de l'environnement maximisée surestime le risque. Donc, il faut encore affiner l'approche qui est développée pour l'aluminium en particulier. Toujours en matière de recherche et développement, on peut préciser que la méthodologie aujourd'hui de couplage donc, de modèles hydrodynamiques avec les seuils issus du risque chimique est applicable sur des parcs éoliens, moyennant quelques développements. Ceci répond à des enjeux européens qui concernent à la fois l'étude du risque, dit a priori, et la surveillance chimique, dite a posteriori. Pourquoi cette différence entre risque a priori et a posteriori? Parce que le risque chimique, précisément, permet d'évaluer un risque alors qu'on manque de données sur la base de la méthodologie présentée. Et la surveillance du risque chimique, elle, va reposer sur des analyses à plus long terme dans le milieu naturel qui, a posteriori, permettront de confirmer ce risque. Aujourd'hui, concrètement, eh bien, on peut dire qu'il existe un besoin important en matière de données écotoxicologiques qui peuvent être obtenues de manière expérimentale et des données qui peuvent aussi être obtenues sur le terrain de manière combinée, des données qui nous permettraient de mettre en œuvre une nouvelle itération du risque pour affiner notre évaluation de risque, notamment sur les 3 sites qui ont été étudiés dans le cadre du projet ANODE. Alors, ces données eh bien, passent par l'amélioration des PEC et des PINEC, avec la possibilité donc de proposer des PEC sur des formes aluminium biodisponibles, c'est-à-dire celles qui sont des formes assimilables par les organismes et donc pouvant entraîner une toxicité, formes biodisponibles qui font aussi partie de l'aluminium dissous, qui aujourd'hui est plus facile à mesurer dans le milieu naturel, suivant des techniques de prélèvement donc discrets, c'est-à-dire prélèvement d'eau, ou des prélèvements avec membrane, donc membrane DGT pour ce qui est des métaux. Pour les PNEC aluminium, un point important qui permettrait l'évolution donc et l'amélioration de ces PINEC vers des PINEC affinés passe par l'élargissement du panel de taxons marins et aujourd'hui évalués, donc en intégrant dans un même PINEC donc le phytoplancton, le bivalve, les échinodermes et les poissons pour avoir plus d'informations sur la diversité et la sensibilité des espèces. La sensibilité et la toxicité donc sur ces espèces, eh bien,
pourra être étudié suivant les recommandations existantes de l'OCDE, mais aussi les recommandations de la directive européenne, donc qui est la directive cadre sur le milieu marin, qui propose aujourd'hui des bioessais, des biomarqueurs permettant d'évaluer l'écotoxicité donc de substances chimiques sur des taxons marins. En perspective, en matière de recommandations, pour répondre à la question aujourd'hui, comment évaluer les effets d'anodes dans le milieu marin, il nous apparaît donc important d'affiner les PEC et les PINEC, donc l'exposition à la contamination chimique et le risque d'exposition, dans un scénario le plus proche possible de la réalité environnementale, et non pas aujourd'hui comme un scénario de pire cas qui ne représente pas l'exposition environnementale, puisque nous avons dû appliquer plusieurs hypothèses et approximations. L'amélioration de ces PEC et ces PINEC passera par des études en laboratoire, et notamment sur des organismes sentinelles qui pourront aussi être implantés dans l'environnement, pour des organismes engagés, dans les zones des parcs éoliens. Ces approches permettraient probablement de répondre à de futures demandes d'exploitation aquacole, par exemple sur des parcs éoliens dans les zones offshore. Enfin, je terminerai par un élément méthodologique qui finalement permet de souligner la complémentarité que l'on peut trouver avec une approche de risque et donc qui va évaluer le danger a priori et une approche de surveillance qui permettra de confirmer le risque ou le danger d'exposition. Sur ce point, le réseau national de surveillance ROC développé par l'IFREMER peut apporter une contribution, notamment dans les zones littorales, et une contribution intéressante sur d'autres compartiments qui ne sont pas présentés dans cette approche anode, sur les compartiments sédiments et bivalves. Donc, des analyses menées régulièrement de manière annuelle sur sédiments, sur bivalves et à raison de tous les 5 ans sur le sédiment, permettront d'évaluer l'évolution globale des éléments métalliques au voisinage des parcs éoliens, notamment en zone de la baie de Seine, qui a été aujourd'hui plus précisément présentée. Voilà, je terminerai par un rappel rapide sur la mise à disposition du rapport. Donc, le rapport final de recommandation sera édité aux éditions France Énergie Marine et disponible à partir de l'automne 2020. Je vous remercie pour votre attention.